Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Céline Leblanc, je suis conseillère pédagogique à l'Université du Québec à Trois-Rivières et membre du GRIP, le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'Université du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui portera sur la matrice de mémoire, un cadre innovant pour l'intégration des savoirs autochtones dans l'enseignement supérieur. Notre conférencière, Marie-Pierre Baron, présentera d'abord ce qu'est la matrice de mémoire, une approche qui repose sur la valorisation des perspectives des Premières Nations et des Inuits, en particulier dans le contexte des formations initiales. Elle partagera également comment elle et ses collègues l'ont utilisé en vue de favoriser une transformation des pratiques enseignantes et des perceptions étudiantes. La conférencière explorera ainsi comment l'intégration des cultures et des perspectives des Premières Nations et des Inuits peut enrichir les pratiques éducatives tout en favorisant un voyage culturel commun pour briser les résistances et promouvoir un apprentissage en profondeur. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Marie-Pierre. Je prends quelques instants pour te présenter. Marie-Pierre Baron est professeure en enseignement en adaptation scolaire et sociale et directrice de la clinique universitaire en orthopédagogie de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle détient une expertise en innovation psychopédagogique, en recherche auprès des jeunes et en recherche collaborative. Ses travaux, ancrés dans la réalité des milieux de pratique, portent sur l'influence des différents déterminants sur le parcours scolaire et sur le soutien psychopédagogique à la réussite éducative des étudiants et étudiantes vivant avec des difficultés d'adaptation et d'apprentissage, dont ceux de la communauté Innu de Mashteuiatsh. Nous devions également recevoir ce midi Elisabeth Boily, professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi également. Malheureusement, Madame Boily ne pourra se joindre à nous aujourd'hui. Marie-Pierre, juste avant de te céder la parole, je souhaitais simplement informer celles et ceux qui nous écoutent que comme nous sommes en mode webinaire, vos caméras et vos micros sont désactivés, donc c'est normal. Pour poser des questions, je vous invite à utiliser le module questions et réponses tout au long de la présentation. Et la présentatrice pourra y répondre là, vers la fin du webinaire. Je pourrai relayer les questions à ce moment-là. Marie-Pierre, à toi la parole et bon webinaire. Merci Céline. Bonjour, oui. Je m'appelle Marie-Pierre Baron et puis je suis allochtone. Je suis ici en posture d'allié en fait pour vous partager mon expérience puis mon début d'expertise en fait sur la façon dont j'ai monté ce projet-là, le pourquoi du comment, puis comment aussi ce projet-là de matrice de mémoire peut prendre forme dans différents processus, dans différents cours, dans différents programmes aussi. Je suis présentement sur le Nitassinan des Piekogami Inuits, donc les Inuits qui sont autour du Piekogami, le lac Saint-Jean, les Inuits de Mastéoyatch. Je vous partage de mon écran et ma présentation. J'excuse encore une fois là, ma collègue Elisabeth qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Mais je tiendrai le fort et puis je vous présenterai ce projet-là, qui est le projet de la matrice de mémoire, qui est né qui est né en fait de la recherche peut-être, puis d'un processus qui m'est très propre, puis que j'ai voulu transmettre puis transformer dans l'intérieur de mes cours. Avant toute chose, et pour ne pas l'oublier, je voudrais adresser mes remerciements pour ce projet-là, pour la création de ce projet-là à l'équipe de Puakutéo, le comité de femmes de Mastéouiatch, dont notamment Mme Caroline Lambert puis Pamela Dussiôme, qui sont toujours avec moi dans ces projets et avec qui aussi, ce sont des partenaires de recherche. C'est un peu, je vais faire un lien avec leur logo, mais c'est la petite flamme qui a un peu tout démarré, ce partenariat-là avec Puakutéo. Ils sont venus nous chercher pour de l'aide, puis de fil en aiguille, on a monté des projets ensemble, des projets de recherche, des projets d'accompagnement, puis ça a eu des impacts, des retombées directement dans nos classes, dans nos programmes. C'est cette petite flamme-là et celle qui a démarré ce projet-là de la matrice de mémoire. Je voudrais remercier aussi notre partenaire, le Musée Innu de Mastéoyatch, Madame Marie-Michelle Lambert notamment, et puis l'équipe d'animation qui est toujours là, toujours présente pour faire partie de ce projet-là, avec qui on apprend beaucoup, puis avec qui on partage énormément. Puis, je voulais aussi remercier le personnel enseignant du projet PETAPAM du Centre de service scolaire des Rives du Saguenay, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Pour démarrer, je commence avec une citation. En fait, ça vient du livre d'Émilie Deschênes qui m'a beaucoup marqué. Je vous ai mis la référence à la fin.
mais qui dit ben, que si individuellement, personne aujourd'hui n'est responsable de ce qui s'est passé depuis 400 ans, nous sommes tous collectivement responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Puis c'est ben, la bougie d'allumage qui fait en sorte que ben, qu'est-ce que moi, Marie-Pierre, je peux faire aujourd'hui dans ma classe avec mes étudiants en formation, en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour faire changer les choses, pour que les gens se sentent mieux, pour ouvrir les esprits aussi, puis marcher sur le chemin de la réconciliation, faire moi mon petit bout de chemin aussi. Je vais vous inviter à aller sur Menti. Je vais vous- Même si nous ne sommes pas beaucoup, j'aimerais quand même savoir qui vous êtes. J'aurais quelques petites questions. On va faire deux allers-retours sur le Menti. Donc, menti.com avec le code qui est à l'écran. Je vais vous laisser le temps pour vous brancher. Tout ça à travers un petit dîner. Donc, majoritairement des autres, bienvenue. Donc, deux personnes professeurs enseignantes, des personnes conseillères pédagogiques, personnes intervenantes et autres. Les autres, si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat, vous êtes de quel secteur d'emploi, en fait. Ça va nous aider, nous. Je suis toute seule, finalement, ça va m'aider à peut-être adapter les exemples. Merci, j'aurais une deuxième question pour vous. Je pense que le clavardage n'est pas accessible, si je me trompe pas, aux participants, mais vous pouvez nous envoyer dans le question et réponse qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous occupez comme poste là, ou qu'est-ce que vous faites comme emploi là, pour ceux qui ont répondu autre. Mais là, on a les domaines de travail Ah, c'est bon. qui apparaissent. Dans quel domaine vous travaillez? La traduction. On a des agents de recherche, on a un étudiant au doctorat et chargé de cours. Donc, il y en a qui ont plusieurs chapeaux aussi. Oui. Traduction, professionnel de recherche, chercheur en éducation, dans la pédagogie universitaire, la formation des maîtres, spécialiste en pédagogie à l'INRS, la pédagogie universitaire, géographie, super, CP autochtonisation, chargé de cours en histoire, c'est intéressant, formation médicale étudiante à la maîtrise en santé mentale. Ah, c'est le fun, notre éventail est large, c'est génial. Merci, merci d'être là. Je vais nous en venir vers une dernière question, en fait. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ces deux énoncés-là? Je connais les cultures autochtones et je me sens à l'aise à parler des cultures autochtones en classe, de fortement en désaccord à fortement en accord. Ah, c'est le fun de vous voir vous déplacer sur la matrice. Ah, puis on est pas mal au centre, peut-être même centre-gauche. Euh, ouais, à quel point on se sent à l'aise de parler des cultures autochtones dans nos classes, euh, à quel point on les connaît. Puis je profite de ça pour vous partager en fait le début de ce projet-là. J'ai été approchée par Pouacouthéo, le comité de femmes, pour répondre à un besoin d'accompagnement qui s'est transformé en différents projets de recherche. Puis personnellement, je ne connaissais pas vraiment les cultures autochtones. J'étais là pour mon expertise psychopédagogique. Puis, j'ai appris énormément au contact des femmes du comité, puis des jeunes des écoles de la communauté Innu de Mastéouiatch.
Puis, ben, de fil en aiguille, j'ai fait moi un chemin, moi un petit bout de chemin pour me rendre plus loin. Puis, ben, puis j'étais pas super à l'aise, je vous dirais, d'intégrer les cultures autochtones à l'intérieur de ma classe parce que je me trouvais peut-être pas légitime. C'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses. Mais tranquillement, j'ai appris des choses, j'ai rencontré les gens, puis je me suis dit que j'avais peut-être aussi un devoir de partage, un devoir d'être transparente, puis en humilité culturelle, puis de montrer, de présenter à mes étudiants comment moi je cheminais à travers ça. Puis comment j'étais entrée, moi, dans une optique d'approche transformatrice par rapport à ce que où est-ce que j'en étais dans ma compréhension des cultures autochtones. Puis, ben, comment je pouvais, moi, faire mon petit bout de chemin dans la classe, puis comment je pouvais intégrer les personnes des Premières Nations à l'intérieur de mon enseignement, parce que je n'ai pas la légitimité d'être porteuse des savoirs, mais j'ai la légitimité d'inviter les gens puis d'aller à leur rencontre, puis de provoquer ces rencontres-là à l'intérieur de ma salle de classe pour transformer les gens, ben, ou avoir la prétention de les transformer. J'ai décidé d'opter pour une approche transformatrice. C'est parti, ça, du livre d'Émilie Deschênes, en fait, là, sur le cycle de transformation. J'avais commencé tout ça, puis quand j'ai lu le livre d'Émilie, je me suis rendu compte que c'était ça, en fait, que j'avais vécu, un cycle de transformation. Puis c'est aussi ce que j'essayais de mettre en place à travers mon cours, à travers le projet de la matrice de mémoire, comment je pouvais développer certaines stratégies d'apprentissage qui allaient valoriser les perspectives et les cultures des Premières Nations. Puis comment je pouvais non seulement le réaliser, faire mon bout de chemin, mais le réaliser avec les gens des Premières Nations. Fait que- puis ben, tout ça part d'une situation initiale, la mienne, mais aussi celle de mes étudiants. Comment on peut prendre conscience en fait de nos biais, de nos préjugés. Puis vous allez voir que c'est le moteur de ce projet-là. Puis comment, comme personne formatrice, ben, on a le devoir aussi de ne pas perpétuer ces biais-là, de faire en sorte que nous, comme professeurs, mais aussi que mes étudiants, qui seront des enseignants au primaire, au secondaire, en formation professionnelle, en formation générale des adultes, mais que mes étudiants ne transmettent pas les biais puis leurs préjugés, puis comment on peut amener finalement à les déconstruire. Fait que c'est vraiment à travers ce cycle-là, de la situation initiale, en passant par la déconstruction, la transformation, puis la reconstruction, que ben, j'amène les étudiants à se transformer, puis à transformer leurs connaissances aussi, puis à reconstruire leur vision puis leur savoir par rapport aux cultures des Premières Nations. C'est vraiment, ben, je reviens à la bougie d'allumage qui va faire en sorte que j'espère ouvrir une fenêtre, puis créer une curiosité intellectuelle aussi par rapport aux cultures des Premières Nations, voir comment ça peut avoir des retombées dans leur vie professionnelle puis personnelle. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là. Puis tout ça se fait avec une grande humilité culturelle. Je vous le dis, je ne sais vraiment pas tout. Vraiment pas. Puis je n'ai pas cette prétention-là en classe non plus. Puis je le vis avec eux. Puis quand je fais des découvertes, ben, je les partage avec eux de manière très... en fait, dans le but d'augmenter leur curiosité, puis de leur donner le goût d'apprendre, puis d'aller à la rencontre de l'autre. Je vous ai mis ici une image qui représente la sécurisation culturelle, mais aussi la valorisation culturelle. Cette image-là, elle a été créée dans le cadre d'un projet d'action concerté duquel j'ai fait partie, qui était mené par Christine Couture, ma collègue à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis cette illustration-là, qui a été faite par des personnes autochtones, est le fruit de plusieurs consultations. Vous connaissez peut-être, puis moi la première, là, l'échelle en fait de sécurisation culturelle qui passe du niveau zéro jusqu'au niveau de la sécurisation culturelle. Elle est beaucoup utilisée. Je suis pas contre non plus, mais je préfère en fait, je préfère de loin cette représentation-là qui a été créée au fil des consultations où ben, finalement c'est un cercle, c'est un cycle. Puis où, ben, dans cette représentation-là de sécurisation culturelle, ben, on retrouve en fait l'accueil, la bienveillance, le respect, les langues, la culture. Puis au centre de tout ça, ben, on a un peu qu'est-ce qui se passe en communauté, qu'est-ce qui se passe en milieu urbain, la place du territoire, la rencontre des deux mains aussi entre les personnes autochtones et allochtones. Puis, ben, j'aime particulièrement l'image du canot
parce que dans le cadre de d'autres projets de recherche, notamment sur les façons de bien accompagner puis soutenir les personnes étudiantes autochtones en enseignement supérieur, des projets qu'on a menés avec les regroupements autochtones dans les différents cégeps de notre région, à l'université, les communautés autochtones aussi, puis les centres en milieu urbain. Chez nous, ce sont les centres mamiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on a monté des projets, puis à travers ce projet, un de ces projets-là, on parlait des canaux euh, comme une figure de style pour représenter comment nous, comme personnes qui accompagnent, on aide les personnes étudiantes autochtones à naviguer à travers le système, à travers les services, comment on peut être passeur, facilitateur, comme notre rôle qu'on peut avoir, nous, pour aider les personnes autochtones qui se retrouvent en milieu urbain dans nos établissements d'enseignement pour mieux comprendre tout ça. Alors, je suis partie de cette approche transformatrice-là, de cette conception de la sécurisation culturelle qui s'est bâtie au fil des rencontres dans le cadre du projet de recherche mené par Christine. Et puis, à travers mes recherches, je vous l'ai dit, je suis en enseignement. Ben, il y a eu aussi cette citation-là qui m'a vraiment beaucoup marquée, qui dit que les enseignantes et les enseignants sont des acteurs incontournables à la réconciliation avec les peuples autochtones. Ils doivent œuvrer au renforcement de la compréhension interculturelle, de l'empathie et du respect, interculturel de l'empathie et du respect mutuel. Fait que comment on peut faire cette alliance-là un peu cœur-cerveau, puis comment comme enseignant, puis l'exemple ici est en enseignement parce que c'est mon domaine, mais ça peut être ça peut être dans différents domaines, comme dans comment on peut devenir des agents de changement, des acteurs de ce changement-là, puis ne pas minimiser non plus l'importance qu'on a dans la formation, puis le futur aussi là, de nos étudiants. Euh, donc, ça me mène directement à l'origine de ce projet-là. Euh, je ferai une histoire courte environ, là, c'est que 60%, selon là, certaines statistiques, il y a environ 60% des personnes des Premières Nations et Inuits qui vivent en milieu urbain. Plusieurs fréquentent nos établissements d'enseignement supérieur. Et puis, ça m'a vraiment marqué ce pourcentage-là en me disant, oh wow, tu sais, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont installées là, qui sont en milieu urbain avec nous. Puis, donc, ça vaut vraiment, ben, c'est sûr que ça vaut la peine de considérer tout le monde, mais ce pourcentage-là est grand, puis est important, puis ça vaut vraiment la peine dans nos établissements d'accorder une place particulière à nos étudiants des Premières Nations pour favoriser leur persévérance puis la réussite de leur projet d'études. Parallèlement à ça, j'étais à Pocoutéo pour un projet de recherche, puis je cherchais en fait derrière tout ça comment moi, cette statistique-là peut marquer, puis qu'est-ce que je peux faire dans mon cours. Puis ben, dans le cadre d'un projet de recherche, je travaillais avec les gens de Pocoutéo et à ce moment-là, il y avait un projet qui s'appelait le projet Regalia, où des femmes aînées de la communauté avaient travaillé avec des jeunes de la communauté pour fabriquer leur Regalia en vue du power. Puis donc, c'est une transmission de savoir traditionnel, de la culture traditionnelle. Puis c'était vraiment un super beau projet. Cette journée-là, quand je suis arrivée, il y avait des adolescentes qui étaient avec leur téléphone cellulaire, assises avec des aînés, qui écoutaient des TikTok et qui montraient des TikTok d'influenceurs autochtones en disant, regarde, tu sais, moi, son régalia, je trouve ça beau, moi, j'aimerais ça avoir ça. Puis là, je voyais des femmes aînées qui sortaient leur téléphone, qui se faisaient installer TikTok, qui vont regarder aussi des TikTok d'influenceurs autochtones. Puis je trouvais ça vraiment chouette, puis je trouvais que c'était vraiment la rencontre entre la culture populaire actuelle puis les savoirs traditionnels, puis comment on pouvait conjuguer tout ça. Je me disais que c'était beau, que cette transmission-là qui était de part et d'autre aussi. Puis, ben, parallèlement à ça, ben, en 2020, on a eu la compétence 15 qui est sur la valorisation puis la promotion des savoirs, de la vision du monde, de la culture puis de l'histoire des Autochtones en lien avec le référentiel des compétences de la profession enseignante. Puis je me disais, on peut pas rien faire. Fait que tout ça se brassait dans ma tête en même temps. Puis, ben, je fouillais, savoir qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais le vivre. Puis, au fil de mes lectures, des projets de recherche puis de collaboration qu'on mène, ben, je me disais, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, on peut lire des choses, tu sais, lire la littérature autochtone, c'est tout à fait à propos cette semaine d'ailleurs. On peut s'éduquer, on peut aller à la rencontre, on peut contempler des œuvres d'art, on peut écouter puis visionner. Il y a des balados, il y a des séries, il y a des films. On peut se former en participant à des webinaires, en participant
participant à des formations, en allant voir des conférences. Qu'est-ce que moi je peux faire, puis comment ça peut avoir de l'impact, puis des retombées dans ma salle de classe, puis que ça allait accrocher mes étudiants. Parce que je ne veux pas leur faire vivre quelque chose qui est déconnecté de leur vie, parce que c'est par le cœur qu'on va réussir à changer les choses, puis entrer dans une transformation. Fait que je voulais vraiment pas être dans l'instrumentalisation des membres des Premières Nations. Je voulais tendre la main, je voulais me transformer, je voulais qu'on marche ensemble, puis qu'on crée quelque chose qui partait de ma salle de classe, puis qui finalement, dans le cas de ce projet-là, allait se rendre jusqu'au territoire. Euh, donc, j'ai fait une belle recherche Google qui m'a amené à la matrice de mémoire. La matrice de mémoire ou la matrice de la mémoire, là, c'est un processus de transformation individuelle qui s'inscrit dans un mouvement qu'on dit collectif, qui est déployé en formation initiale. La matrice de la mémoire, ça vient du site des vignettes pédagogiques actives, du site de la Polytechnique à Montréal. Fait que, tu sais, pour vous dire que on peut partir de quelque chose qui est vraiment pas dans notre milieu, puis qui va nous permettre d'aller ailleurs, puis qu'on va transformer, puis qu'on va bouger ensemble. Le but, c'est de mettre en relation des apprentissages. Moi, je voulais rendre compte de ce processus de transformation-là. Dans la vignette en haut à droite, là, vous voyez, c'est ici, c'est en chimie, comment au fil des cours, euh, eux, dans leur tableau de matrice de la mémoire, ben, ils venaient qu'à remplir les cases, puis à réussir à mettre en relation les éléments. Bien sûr, je n'allais pas l'appliquer de cette façon-là, mais je partais du même principe de cette vignette pédagogique-là, toujours dans l'esprit de formation puis de pédagogie universitaire, en disant qu'est-ce que je peux faire moi, puis comment je peux l'adapter, puis comment ça peut faire du sens. Alors, je vous montre ici la matrice de la mémoire qui est vécue dans mon cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Le but premier, c'est de partir de l'identification de préjugés. Parce que c'est le début du processus de transformation aussi. Puis c'est aussi, ça a été pour moi un déclencheur, le début d'un processus pour moi, parce que en commençant à travailler avec les personnes des Premières Nations, mais je me suis rendu compte que, un, je connaissais pas grand-chose des cultures autochtones, puis deux, j'avais vraiment beaucoup de préjugés. Parce que, ben, je le dis puis je le répète, je suis née, j'étais jeune quand il y a eu la crise d'Oka. Ça a changé beaucoup, beaucoup de choses sur le plan social au Québec. Puis j'ai été comme elle était élevée là-dedans, dans ces préjugés-là, même si la communauté Innu de Mastoyache est à côté de chez nous, je me rendais compte que je connaissais pas nécessairement de personnes autochtones, que j'avais pas vécu d'activités culturelles, mais que, mon Dieu, que je pensais que je savais des affaires. Donc, je suis partie de ce processus-là en partant d'idées préconçues puis de préjugés, puis c'est ce que je demande à mes étudiants de faire. C'est pas obligé d'être des préjugés auxquels on croit intrinsèquement, mais ce qu'on veut, c'est partir de préjugés qui sont véhiculés, qui sont entendus, qui sont dans la culture générale. Puis le but de la matrice de mémoire, c'est de les déconstruire, d'arriver à trouver des réponses pour chacun de ces préjugés-là pour faire en sorte que ben, si on les entend dans une salle de classe, dans un souper de famille, dans une rencontre entre amis, on a les armes, entre guillemets, pour les déconstruire, pour les démolir, ces préjugés-là. Donc, le but, c'est ça, puis c'est aussi d'exercer sa pensée critique, de devenir un meilleur citoyen, une meilleure citoyenne. Puis en arrière de tout ça, en filigrane, ben, il y a le fait que je suis en formation initiale pour des enseignants. Si 60% des personnes des Premières Nations inuites habitent en milieu urbain, ça veut dire que ces personnes-là, ils ont des enfants. Puis les enfants, ils fréquentent nos classes puis les écoles en milieu urbain. Donc, on va être au contact d'élèves des Premières Nations dans nos classes, ce qui est merveilleux. On va être en contact avec les parents des Premières Nations dans nos classes, ce qui est exceptionnel. Mais comment on peut faire pour que ces gens-là se sentent mieux? Mieux dans nos classes, mieux au contact de l'enseignant, l'enseignante qui est avec leurs enfants tous les jours. Comment on peut aussi, dans un esprit là, de décolonialisation, puis en pensant à toutes les répercussions intergénérationnelles qu'ont eu les pensionnats, faire en sorte que l'école devienne un endroit qui est sécuritaire, dans lequel les gens vont se sentir à l'aise et que ce soit agréable d'être. Et qu'en arrière de tout ça, de cette matrice puis de ce mouvement-là, pour moi, il y a ça. Puis ça peut se transformer puis se transposer dans différents types de milieux, dans différents domaines.
assez facilement de trouver comment on peut avoir aussi une méta-intention derrière quelque chose ici de pédagogique. Donc, on part des préjugés, puis après ça, on vit des mouvements que j'appelle. Je leur dis que c'est comme une espèce de voyage culturel, puis qu'à chaque fois, on va vivre des étapes, on va faire un mouvement. Donc, on part des idées préconçues, donc on part de soi-même. Puis après ça, ben, je les invite à rencontrer quelqu'un allochtone qui travaille avec les personnes autochtones. Puis après ça, ben, on fait un mouvement vers la culture populaire, puis on se rend à aller à la rencontre des gens des Premières Nations. Je vous montre ici la représentation de Justine de ce voyage culturel-là. Puis on va faire chacune des étapes ensemble. Puis je vais pouvoir vous présenter qu'est-ce qu'il y en est, puis comment ça se transmet, puis comment ça se vit à l'intérieur là, de ma classe. Donc, ces étapes-là de voyage culturel ici, ben, se rendent, là, comme Justine l'a mis, à l'étape 5 vers comment, ben, comme enseignant, enseignante, je peux devenir un agent de changement. Je vous invite, pour représenter la première colonne, à revenir sur Menti et je vous amène ici pour une petite slide Menti vers les préjugés. Donc, je vous demande ici de dire si vous avez déjà entendu ces préjugés. Donc, pas nécessairement si vous les partagez, mais si ça fait, c'est des préjugés que vous avez déjà entendus, avec lesquels vous avez été en contact, avec lesquels vous avez été élevé, par exemple. Donc, j'ai ici 8 préjugés différents. On voit qu'il y en a. Ah, les tricheurs au bingo, je suis quand même assez surprise. Je suis partie de préjugés qui reviennent souvent dans les matrices de mémoire de mes étudiants et ceux qui me font parfois aussi sourire un petit peu, puis qui font sourire aussi les gens de la communauté quand on va leur partager. Alors là, le bingo descend, là, c'est correct. C'est dans mes préférés. Ce sont des tricheurs au bingo. Donc, c'est ça, j'ai 8 préjugés ici. Et on voit quand même là, que vous êtes ici, puis comme on disait en préparation du webinaire, on prêche souvent ensemble entre convaincus, hein, on se rencontre entre convaincus, entre personnes qui sont déjà dans un processus souvent de transformation. Puis, ben, ces préjugés-là ne sont pas inconnus de chacune d'entre nous, hein. Donc, dans les préjugés qui reviennent souvent dans les matrices, il y a les personnes autochtones ont des problèmes d'alcool. C'est quand même bien partagé là, dans la connaissance là, de ce préjugé-là. Puis je reviens sur le fait que ce ne sont pas vos croyances, ce n'est pas le reflet de vos croyances, ni des miennes d'ailleurs. Que les personnes autochtones ne sont pas scolarisées, que les personnes autochtones sont plus violentes dans leur communauté puis dans leur foyer. Qui profitent du système, ça fait partie évidemment, évidemment, malheureusement, des plus connus, qui mangent beaucoup de PFK et du McDo. Ça revient vraiment souvent dans les matrices, que ceux qui habitent en réserve, en communauté, ne sont pas propres, un peu moins entendus, qui peuvent chasser, pêcher sans aucune restriction. Et bien là, finalement, non, ce n'est pas un préjugé qui est répandu, que ce sont des personnes qui trichent au bingo. Je peux quand même vous contextualiser le trichage au bingo. Ce sera très nord-côtier comme, comme préjugé, dans le sens où le bingo est souvent important dans les communautés. Puis sur la côte nord, ben, il y a à la fois les personnes autochtones et allochtones qui participent au bingo, mais il y a souvent plus de personnes autochtones que de personnes allochtones qui participent. Donc, ce sont souvent des personnes autochtones qui gagnent au bingo. Donc, dans les préjugés, il y a le fait que ce sont des tricheurs au bingo. Et on ne peut pas tricher au bingo. Fait que c'est dans nos préjugés préférés. Donc, dans la première étape de la matrice, ben, on s'en va vraiment vers ça. Je demande aux étudiants de prendre le temps puis de faire le tour aussi. De parler avec les gens autour d'eux, d'aller questionner. J'ai eu une grand-maman qui a dit à un de ses petits-enfants qui était dans ma classe que les personnes autochtones ont la peau tellement épaisse que quand les infirmières les piquent, les aiguilles cassent. Moi, je n'avais jamais entendu celui-là, mais c'est un préjugé puis la grand-maman, elle était convaincue que c'était vrai. Donc, ça leur fait un tour de piste, ils sont capables d'aller voir, puis de voir un peu est où leur situation initiale si on vient au processus de transformation. D'où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils sont. C'est ma première colonne, c'est le premier mouvement. Après ça, ils me les envoient
moi, je les corrige. Dans mon deuxième mouvement, ben là, ce que je veux, c'est qu'on aille rencontrer pour élargir nos perspectives culturelles. Donc, j'invite, ben là, je l'ai écrit à l'intérieur de la matrice, Monsieur Jérôme Gagnon, qui est orthopédagogue, qui est un ancien étudiant, puis qui travaille sur le projet Pétapan, au Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Ce projet-là, c'est un projet, de classe et de service à l'intérieur d'une école primaire où on accueille beaucoup d'étudiants d'élèves des Premières Nations, puis leurs familles. Puis ils ont monté un projet d'inclusion, en fait, mais avec une classe aussi qui va leur permettre de faire une petite mise à niveau, parfois une mise à niveau sur le plan du français, mais surtout de créer un lieu sécuritaire où les élèves des Premières Nations vont se sentir bien, vont être capables de trouver leurs repères, de trouver après ça leurs repères par rapport au programme de formation et où les parents ont une place qui est importante. Fait que ce projet-là, c'est un projet de sécurisation culturelle dans lequel ben, Jérôme, qui est notre invité, travaille au quotidien avec les élèves, avec leur famille. Fait que Jérôme, il vient faire un tour dans ma classe, puis ben, il crée un pont un peu entre la réalité de mes étudiants, qui sont majoritairement allochtones, et les cultures autochtones, puis ce qu'ils vont faire plus tard quand ils vont être en classe là, au quotidien. Il leur fait une présentation sur le projet, il leur parle de son processus à lui de transformation. Il se rapproche des étudiants, puis comme ça, il peut témoigner de sa pratique à lui, de comment il vit, puis comment il avance à travers ça. Puis comment il chemine encore aujourd'hui au contact des gens des Premières Nations, des familles qu'il rencontre. Puis ça, c'est extrêmement riche, puis ça touche beaucoup les gens. Puis souvent, à partir de ce rencontre-là, de ce cours-là, il y a une petite étincelle. Je vois chez certains étudiants, étudiantes, une petite étincelle dans l'œil qui font comme Hey, wow, hey, ben moi aussi, je voudrais faire ça. Moi aussi, je voudrais être un agent de changement un peu comme Jérôme. Fait que j'ai cette rencontre-là. Puis Jérôme est plus jeune que moi aussi, il est plus proche en âge des étudiants qui sont dans mon cours. Fait que ça crée un pont, ça les accroche un peu. Ensuite, je m'en vais à la troisième colonne de ma matrice. Et qu'on part toujours des préjugés. Et qu'à la suite de la rencontre avec Jérôme, ils sont capables d'aller chercher certains éléments dans la matrice qui va leur permettre, par exemple, ici, d'aller écrire des éléments de réponse pour déconstruire les préjugés puis les idées préconçues qui ont sorti dans le premier mouvement. Ensuite, à ma troisième colonne, ben, je suis partie un peu inspirée de ce qu'on a vécu quand la journée à Pouacouteo où les personnes aînées puis les jeunes regardaient des TikTok ensemble. Je me suis dit que pour aller rejoindre mes étudiants, puis ben moi aussi, ben on allait aller voir des ressources culturelles populaires. J'appelle ça un lien vers la culture pop autochtone. Fait que j'amène les étudiants à aller découvrir puis à partager des ressources culturelles. Ils ont des choses à faire, à découvrir. Ils ont à aller écouter des documentaires, un film, écouter des balados, aller rencontrer des gens. Après ça, découvrir de la littérature, pardon, aller questionner les gens autour d'eux. Et puis, ce mouvement-là fait en sorte qu'ils doivent, par eux-mêmes, elles-mêmes, aller à la rencontre de la culture à travers, ben, souvent leur tablette, leur cellulaire, aller liker des influenceurs autochtones, aller se partager des vidéos, aller partager des choses, puis aussi d'aller vers des choses qui les intéressent. Par exemple, un reportage sur Carey Price pour une personne étudiante qui aime beaucoup le hockey. Donc, les étudiants sont amenés à partager. Puis ici, vous avez une capture d'écran du Miro de cette année. À l'intérieur du cours, on prend un petit bout et puis on partage, j'ouvre un Miro, puis là, tout le monde va écrire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a découvert. On se met des hyperliens, on se met des images. Il y a une étudiante qui a une amie qui habite en communauté, elle est enceinte, fait que là, vous voyez ici le Tikinagan pour transporter le bébé. Ben là, elle a jasé avec son amie, dont le conjoint est autochtone. Sa coucoum travaille à lui construire un Tikinagan pour transporter le bébé. Fait que là, ben, elle a découvert ce pan-là de la culture. Puis, ben, elle nous l'a partagé en classe, puis elle est allée lire là-dessus aussi. Il y en a qui sont allés écouter de la musique, fait que se sont vraiment partagé des choses. Il y a des gens qui sont allés rencontrer des personnes dans leur famille,
des oncles qui savaient qu'ils étaient autochtones, mais avec qui ils n'avaient jamais nécessairement parlé de ça. Fait que ça ouvre sur ben, leur téléphone, sur le monde virtuel dans lequel ils sont à l'aise aussi. Ça ouvre aussi sur des discussions en famille. Puis à l'intérieur de ma classe, ben, ça ouvre sur des prises en... des petites illuminations, des choses qu'ils ont vécues, des choses qui les indignent. Puis, ben, ensemble, ils se partagent les affaires, ils apportent des éléments de culture. Puis, ben, ils apportent. Fait que c'est vraiment un mouvement vers la culture populaire, mais ça peut être aussi quelque chose où, par exemple, on va avoir une qui va apporter un bâton de parole, et une autre qui va apporter un autre élément, un capteur de rêve, puis raconter qu'est-ce qui s'est passé autour de cet objet-là. Pour les étudiants aussi des Premières Nations qui sont dans ma classe, ben, ça leur permet aussi d'aller partager des choses parfois qui sont plus personnelles ou encore pour les étudiants et étudiantes qui ont une partenaire qui est autochtone, mais ça permet aussi d'ouvrir vers ça. Je fais une parenthèse quand même pour vous dire que dans le cadre de ce projet-là, quand j'ai une personne étudiante qui est autochtone à l'intérieur de mon groupe ou qui est en relation avec une partenaire autochtone, avant de commencer là, la session avant, j'ai des rencontres en individuel pour leur demander si ils et elles sont à l'aise à participer au projet parce que ben, ils pourraient quand même mettre la lumière sur eux. Puis, si ça crée un malaise, ben moi, je veux le savoir d'avance pour soit modifier ou soit ne pas faire le projet. C'est jamais arrivé que des étudiants là, refusent de participer. Au contraire, là, puis on va le voir dans les diapos qui suivent, ça leur a permis certains là, à se réconcilier un peu avec leur identité ou à mettre l'emphase sur la beauté de leur culture puis de leur identité autochtone à l'intérieur du groupe. Fait qu'on l'a vécu différemment, mais je fais vraiment attention là, à ça pour pas instrumentaliser aussi mes étudiants des Premières Nations qui sont à l'intérieur de mon cours. Je veux qu'ils aient leur place, je veux qu'ils se sentent à l'aise aussi. Donc, mon troisième mouvement, c'est ça. Puis ça me permet, cette recherche-là, d'aller répondre à la troisième colonne de la matrice de mémoire. Fait que, à travers les films qu'ils ont écoutés, les choses qu'ils apprennent sur les influenceurs qui vont venir à aimer sur Instagram, par exemple, ben, ils vont venir qu'à réussir à remplir d'autres parties, là, d'autres lignes de cette troisième colonne-là qui va permettre de déconstruire des préjugés. Et puis finalement, ben, ça nous amène à notre rencontre, notre dernier élément. Fait qu'on part de nous, on va à la rencontre d'une personne alloctone qui travaille avec les personnes autochtones. Et puis ensuite, on revient vers nous dans un mouvement de culture populaire. Et puis, ben, on part ensemble en autobus et on s'en va dans la communauté Innu de Mastoyach pour passer une journée. Cette étape-là, elle est extrêmement formatrice, elle est extrêmement importante, puis elle ne pourrait pas se réaliser sans l'apport inestimable des femmes du comité de femmes de Pwacuteo, du Piekogame Innu de Tequaken, qui est le conseil de bande, sans non plus l'apport du musée Innu non plus de Mastoyach qui contribue à cette étape-là, ce qui fait de cet événement-là un peu le phare là, de ce projet-là. Il pourrait se vivre autrement, je vais vous donner des idées tout à l'heure, mais là, nous, on a ce privilège-là, cette chance-là d'être reçus, d'être accueillis. Fait que je pars avec mes étudiants, ma collègue Elisabeth qui est sur la photo d'ailleurs, à l'avant, à droite, et puis on part en autobus, puis on va passer la journée à Mastoyach. Ensemble, ce que je veux, moi, c'est de créer un espace de dialogue. Je veux initier, je veux provoquer la rencontre entre les générations, puis aussi entre les personnes des Premières Nations et mes étudiants qui sont majoritairement autochtones. Fait que sur les photos, vous voyez des images des dernières années, en fait, avec, entre autres, là, Coucoum Germaine, qui est au centre des enseignements qui sont faits à mes étudiants. On les voit ici en train d'apprendre à fabriquer un sac de médecine, mais ils ont aussi tout l'accompagnement autour, puis l'enseignement culturel, savoir à quoi ça sert un sac de médecine, pourquoi on fait ça. Fait qu'ensemble, Coucoum nous transmet des savoirs ancestraux puis nous, on découvre tout ça avec elle. Dans cette journée-là, il y a aussi une présentation dans le cadre des activités prévues au musée sur la déconstruction des préjugés. Euh, Souvent, ben, on a la chance d'avoir des animateurs qui sont jeunes aussi, qui sont proches en âge de mes personnes étudiantes. Puis ça aussi, ça aide, je trouve, à créer ce dialogue-là, cet espace-là de dialogue.
Vous voyez en haut ici, là, Wawitilio, Robertson Laforge qui a fait l'animation cette année. Louis-Philippe Lamontagne ici qui a fait l'animation les années précédentes. Les garçons sont proches en âge, ils nous expliquent bien les choses, ils répondent aux questions. Fait que c'est vraiment très agréable. Fait qu'on a une rencontre intergénérationnelle où ils ont, oui, des animateurs qui sont plus près de leur âge, mais aussi une rencontre avec une ou des personnes aînées. Cette année, Coucou était seule pour vivre des activités qui sont plus culturellement ancrées, qui sont un peu plus traditionnelles, puis qui ont un impact vraiment très grand dans leur cheminement personnel, puis très marquant. Ça crée vraiment cet espace de dialogue-là qui va leur permettre de remplir la quatrième colonne de leur matrice de mémoire pour finaliser la déconstruction du préjugé, de chacun de ces 5 préjugés-là qui, initialement, qui ont trouvé. Euh, Puis, ben, ça les amène aussi à se questionner, à faire des lectures supplémentaires, à aller ailleurs. Moi, je leur propose aussi de la littérature scientifique pour venir appuyer leur réflexion à travers tout ça. Fait que je passe par le cœur puis le cerveau. Je leur fais vivre une activité qui va les toucher énormément. Puis ben, j'apporte un complément aussi, là. Puis ça fait qu'ils sont tellement engagés dans le projet que oui, ils vont y aller vers la littérature scientifique. Ils vont aller fouiller sur les projets qui ont été créés, menés, documentés à travers tout ça. Puis ben, ils savent aussi qu'ils font partie d'un projet pédagogique qui est important puis qui est intéressant là, pour leur cheminement. Donc, vous voyez ici, ici avec Kokum qui a été vegan, puis un cercle de partage puis de dialogue qui a été fait cette année. Fait qu'ils vivent vraiment toute une journée là-bas où on est reçu, où on partage un repas traditionnel autochtone aussi, avec les personnes aînées, puis avec les personnes du musée, puis les femmes du comité de femmes. Fait que c'est vraiment un espace de partage. Finalement, comment ça se termine ce projet-là? Et oui, ils remplissent la quatrième colonne, mais moi, je veux les amener un peu ailleurs aussi sur la représentation de leur voyage culturel. Dans un esprit de CUA, de différenciation pédagogique, mais aussi d'autochtonisation des cours, je leur demande de me représenter de la façon qu'ils désirent leur voyage culturel. Donc, ça peut être fait de différentes manières. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit appuyé, que ce soit réfléchi. Fait que si les étudiants me font comme ici, Laurie me fait une représentation en infographie de son voyage culturel, ben, avec ça, il y a soit un petit texte, soit une vidéo, soit un enregistrement audio qui va m'expliquer tout ça, la logique derrière tout ça, puis qui va aller ramener des éléments de la littérature pour venir appuyer leurs propos, solidifier un peu leur représentation. Mais la représentation, elle est de la manière qu'ils désirent. Donc, il y a vraiment, puis je vais vous montrer plusieurs exemples parce que ça va dans tous les sens, puis c'est accepté. Puis c'est aussi dans un processus de différenciation, dans le sens où ben, peut-être que les personnes autochtones qui sont à l'intérieur de nos cours sont parfois moins à l'aise avec un texte écrit de 4 pages, puis se sentiraient peut-être mieux à enregistrer une vidéo, à faire une représentation euh, sous forme de poème, à faire une chanson. Ben, cette ouverture-là, elle est là à travers le projet. Puis je veux qu'elle soit transposée aussi à l'intérieur de leur classe plus tard. Je vous montre quelques exemples. Ici, c'est Émilie qui nous a fait une infographie elle dit, c'est un peu flash, c'est un peu pêle-mêle, il y a plein de couleurs, c'est parce que tout pourrait être avec autre chose, tout pourrait être ensemble. Fait que c'est vraiment, il y a beaucoup de chamboulements. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, il y a beaucoup de chamboulements, un peu comme on a, en peu de temps, on a fait comme un voyage à l'intérieur de nous. Fait qu'elle est sortie les mots-clés, comment elle s'est sentie, comment elle l'a vécu, puis comment ça l'a, elle, beaucoup ébranlé à travers tout ça, mais de manière très positive. Euh, j'ai Maria Teresa qui, elle, a fait une représentation sur une toile acrylique qu'elle a appelée la fausse paix. Puis là, je vous ai mis un petit extrait de son travail final qui est que les taches représentent la cinquantaine de nations autochtones au Québec, que le sang représente les mensonges, les enfants décédés, euh, puis les femmes brisées, les traumas intergénérationnels, les suicides, les tragédies. Mais tout ça, là, c'est des éléments qu'on aborde à travers le processus de la matrice de mémoire. Fait que à travers ce processus-là, ces rencontres-là, les influenceurs sur Instagram, mais il y a derrière tout ça, tout ce pan-là dans le sens de la vérité puis de la réconciliation qui est abordé. On va toucher chacun de ces sujets-là de différentes façons
pour aussi décoloniser l'histoire puis amener vers une autochtonisation de nos cours. Ici, j'ai Rosalie qui a mis, puis c'est l'infographie qui est dans la version web là, du tableau qu'on a créé sur ce projet-là. Rosalie a fait vraiment une représentation elle a fait une carte mentale un peu en fonction qu'elle a séparé en fonction de la roue de la médecine, chose qu'on aborde aussi à travers le projet sur lequel on a des enseignements. Puis les 4 points cardinaux, elle écrit en français, en Innu-Aimun aussi. Puis elle a rentré les 4 phases de la matrice de mémoire à travers la roue de médecine, les points cardinaux. Et pour elle, qui enseigne dans une école du nord du Québec, ben, c'est vraiment l'importance de tout ça, d'être capable de partir de préjugés, de déconstruire. Elle dit, tu sais, elle dit, j'étais pas capable de déconstruire les préjugés. Je les partageais pas, je n'étais pas capable de les déconstruire parce que j'avais un manque de connaissances puis de contact avec la réalité des personnes autochtones. Elle dit à la fin de son travail qui accompagnait l'infographie, c'est pas grave de pas connaître, ce qui est grave, c'est de pas faire un pas vers l'avant pour connaître. Fait que pour Rosalie, c'est vraiment ça la façon dont elle se sent à travers ça. J'ai aussi une représentation de cette année. Je vous dis, ça va dans tous les sens, puis c'est extrêmement positif. J'ai une étudiante qui fait du crochet. Elle, à travers ça, elle a représenté son voyage culturel au crochet. Puis là, ben, à travers ça, ben, elle m'a écrit quelque chose. J'ai un texte qui accompagne, qui est appuyé, mais qui parle de cette symbolique-là. Fait qu'elle, elle a choisi le Oya Art, qui est une plante, en fait, avec un bol orange qui représente les blessures du passé, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Ça montre aussi son engagement à continuer à apprendre, à écouter les récits, à reconnaître l'importance. C'est vraiment une façon dont elle a fait comme, elle a dit une représentation tangible de comment elle a ouvert son cœur puis son esprit à travers ce projet-là. Fait que le but aussi, caché derrière tout ça, c'est qu'il continue d'aller vers l'autre puis de continuer ce voyage culturel-là. Dans mon dernier exemple que j'ai pour vous, que j'avais jamais eu avant, que j'ai eu cette année, j'ai eu la création d'un album jeunesse avec des images générées par intelligence artificielle qui s'appelle Un voyage au pays des nuages. Donc, j'ai une étudiante qui a vraiment créé tout un album avec une histoire qui débute là, avec la petite fille curieuse qui s'apprêtait à faire un voyage extraordinaire. Pendant 5 semaines, elle allait découvrir un monde suspendu entre ciel et terre, le pays des nuages. Et à travers ça, mon étudiante, elle représente chacune des étapes. Qu'est-ce que ça représente? Puis, pour accompagner son album, ben, elle m'a fait une vidéo qui m'explique tout son processus de création puis qui vient appuyer les éléments qu'elle a sélectionnés puis qu'elle a choisi de représenter à travers la littérature, les éléments qu'elle a appris puis comment ça a un impact sur son enseignement. Fait que ce qu'on retient de ce projet-là, euh, c'est que l'importance de déconstruire les préjugés. Cette année, au Witiliu nous a dit, puis ça a beaucoup marqué mes étudiants, c'est revenu beaucoup dans leur matrice de mémoire, que la méconnaissance, elle crée l'ignorance. Donc, ensemble, si on partage les choses, puis si je suis capable à l'intérieur de ma classe de faire des enseignants, des enseignantes qui sont un peu plus impliqués, ben, on va être capable d'aller vers un changement là, qui pourrait être plus sociétal un peu. Dans les effets d'un projet comme ça, comme prof, ben moi je trouve que comme prof, ça nous fait grandir beaucoup, ça nous fait avancer, ça nous fait cheminer, ça nous ouvre à savoir ben, comment, comme prof, on peut faire nous aussi un cheminement. Puis je reviens à l'humilité culturelle, là, à présenter ce cheminement-là à nos étudiants. Pour pas, le but, c'est pas d'être parfait non plus comme prof, c'est aussi d'être capable de témoigner de notre processus de transformation. Puis de dire qu'à travers leur processus à eux, nous aussi, on poursuit le nôtre, hein. Le processus de transformation, c'est un cercle, c'est une boucle, ça revient. Fait on est nous aussi en mouvement à travers ça. Fait que c'est vraiment, puis ben, comme on le co-enseigne, ces cours-là, on les co-enseigne, ben, on n'est pas nécessairement tous à la même place. Elisabeth et moi, on n'est pas à la même place dans notre découverte des cultures autochtones, notre contact avec les personnes autochtones. Fait que Elisabeth et moi, on peut témoigner chacune de notre posture, de nos apprentissages, de la façon dont on chemine. Puis ça amène les élèves, nos étudiants justement à être des fois plus humbles aussi là, dans la manière dont ils comprennent les choses. Je suis allée rencontrer des anciennes étudiantes. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient
de ce projet-là, 1 an ou 2 ans après l'avoir vécu. Je suis allée à la rencontre de Eve, qui est une étudiante autochtone qui a vécu le projet à l'intérieur de la classe, puis qui, à travers son témoignage, nous révèle, ben, nous parle aussi de ses enjeux identitaires par rapport à son statut comme membre des Premières Nations, mais ayant un parent allochtone, puis qu'elle n'a jamais habité dans la communauté, puis comment un projet comme ça l'a aidé à trouver sa place et mieux encore à se sentir bien, à vivre sa culture. Euh, Puis ben, à travers le projet, ben, Eve, elle nous a permis aussi de connaître une partie de sa culture. Elle a partagé des choses, puis elle a appris aussi. Puis ça a activé un mouvement, on va dire, de réappropriation culturelle qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Eve, elle est enseignante en communauté. Puis elle se sent à l'aise, puis elle est bien à travers ça. Puis ça, c'est extrêmement positif. C'est pas juste à cause du projet, là, mais ça peut avoir contribué à son positionnement, puis au fait qu'elle se sente bien à être en communauté pour travailler. Puis je reviens avec Rosalie, qui travaille dans le nord du Québec, qui 2 ans plus tard est revenue, puis a répondu à mes questions. Puis ce qu'elle me disait, c'est que c'est 1 an plus tard, ben aujourd'hui, ce projet-là l'habite encore beaucoup parce qu'elle a continué à aller vers les ressources de la culture populaire. Et puis sur le plan pédagogique, ben, vivre des expériences culturelles avec sa classe. Nous, on a le programme là, de culture et citoyenneté québécoise qui est en implantation, je dirais, là, depuis 2 ans pour les élèves du primaire puis du secondaire. Puis ben, elle se rend compte à travers les cours de CCQ, culture et citoyenneté québécoise, ben, les enfants ont encore beaucoup de préjugés. Fait maintenant, elle est à même d'en déconstruire plusieurs, puis elle sait quoi faire pour déconstruire ceux qu'elle n'est pas encore capable de déconstruire. Donc, ce travail-là se poursuit tranquillement, mais sûrement. Fait que c'est quelque chose on sème une graine, on a une petite bougie d'allumage, puis ben, les étudiants pour qui ça résonne vont aller plus loin, puis ils vont poursuivre ce cheminement, puis cette réflexion-là de matrice de la mémoire. Dans l'envers du décor, évidemment, parce que derrière tout ça, c'est bien beau, puis les étudiants adorent ça, puis moi aussi, puis c'est vraiment passionnant, puis c'est le fun parce que d'année en année, moi, comme prof, j'apprends énormément aussi, puis mes étudiants me partagent plein de choses, mais dans l'envers du décor, il y a différents défis. Euh, bon, le premier défi, c'est d'établir un partenariat. Ça n'a pas été le cas pour moi parce que c'est parti un peu du partenariat, l'idée du projet, mais j'invite les collègues de d'autres universités, de d'autres domaines à contacter directement les organismes autochtones, que ce soit ceux en milieu urbain, ceux qui sont dans les communautés, pour parfois entrer en contact puis créer le pont. Aussi, je vous invite vraiment à le faire. Vous allez rencontrer des personnes extraordinaires qui sont généreuses puis qui ont envie de partager aussi. Fait qu'il faut établir un partenariat. Puis, ben, dans nos universités aussi, il y a plusieurs personnes autochtones qui travaillent. Il y a des centres autochtones. Il y a des personnes dont la mission est dédiée à accompagner les étudiants. Dans les cégeps aussi. Fait que ça, ce sont des personnes qui pourront vous aider aussi là, pour établir un partenariat de base. On n'est pas obligé d'aller en communauté. On peut aussi vivre des expériences avec des personnes autochtones à l'intérieur de notre classe. Il y a plusieurs activités qui existent, dont je nomme là, c'est dans les plus connus, l'activité des couvertures, mais qui peut être extrêmement importante, puis qui peut être très transformatrice, puis qu'on va vivre à l'intérieur de notre classe. Parce que dans les défis, bien, il y a le trouver du financement. Puis ben là, présentement, c'est un enjeu de taille aussi. Mais moi, personnellement, je vais chercher du budget à l'intérieur du budget de fonctionnement du département. Je fais une demande de projet spécial de subvention ponctuelle pour réussir à avoir des sous pour partir en autobus avec ma gang. Parce que c'est quand même un budget qui est considérable. On a la chance d'être, nous, lors de notre visite, nourris. Euh, donc, je n'ai pas à m'occuper des frais qui sont relatifs à la nourriture, mais on peut demander aux gens si on part en visite, si on va quelque part, si on va visiter un musée, ben, d'apporter leur lunch. Ça reste quand même une option. Mais si on a un déplacement à faire, ben, puis qu'on n'est pas dans un territoire où il y a du transport en commun qui nous permet soit d'aller en communauté ou aller dans un musée qui sera en milieu urbain, ben, il faut trouver du financement. Euh, je vais passer au dernier point, puis je vais revenir. L'horaire, les disponibilités,
tu sais, nous, on part une journée à Mastéouyatch, ça nous prend 1h10, 1h15 se rendre. Fait que, tu sais, il faut trouver la journée, il faut que les étudiants aient envie d'être là. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être vécu à plus petite échelle à l'intérieur de notre salle de classe, à l'intérieur de notre cours. C'est aussi une possibilité. À travers les années, il nous est arrivé une embûche surprise, puis Elisabeth et moi, on voulait quand même vous le présenter parce que c'était important, puis on l'avait pas vu venir, puis on l'avait pas prévu. Euh, la mise en place d'un soutien psychologique pour les personnes étudiantes. Ce type de projet-là peut bousculer les étudiants, pas nécessairement les étudiants autochtones, les étudiants allochtones aussi, ben, parce qu'on est dans un processus de transformation, parce qu'on est dans un processus de réflexion, ce qui fait en sorte que ben, on a des étudiants qui se sont retrouvés un peu en détresse psychologique à travers ça, parce qu'ils ont été bouleversés, parce qu'ils ont été bousculés, parce qu'ils ont été empreints d'un sentiment des fois de culpabilité par rapport, notamment par exemple au pensionnat, à l'éducation des personnes autochtones, aux impacts de la loi sur les Indiens. Il y a des étudiants qui ont été extrêmement touchés puis qui se sont pas sentis bien, qui étaient contents de le faire, contents de le vivre, mais ça a eu des répercussions psychologiques qui les ont déstabilisés. Il a fallu une année qu'on soit en réaction à ça, puis maintenant on y va en amont. On est en réaction dans le soutien avec la personne, puis créer un réseau de protection autour de la personne étudiante. Mais on s'est dit que jamais, qu'on ne voulait plus être en réaction, qu'on voulait être travaillé en amont. Fait que maintenant, on travaille avec le service d'aide aux étudiants. On a la collaboration et le soutien d'une travailleuse sociale qui vient avant notre présentation, avant notre visite, jaser un peu avec les étudiants de tout ça, de ce que ça peut bousculer chez eux. Puis après, au retour de notre visite en communauté, ça serait la même chose, par exemple, si vous vivez une activité de type de l'activité des couvertures qui revient après, jaser, faire le point, discuter avec les étudiants de comment si ça les a touchés, de comment ils se sentent, puis de valoriser puis légitimiser, par exemple, leurs sentiments, leurs ressentis, les écouter. Et puis nous, on a le privilège à l'UQAC avec cette collaboration-là avec le service d'aide qu'il nous réserve une plage horaire après notre visite à Mastéouyatch pour nos étudiants. Fait que ça, c'est une collaboration qui aurait dû faire finalement partie des remerciements parce que c'est extrêmement précieux puis ça normalise un peu le fait que les étudiants peuvent se sentir moins à l'aise. Dans vos autres programmes, mais un projet comme ça peut être, c'est facilement adaptable. Je suis partie d'un truc en chimie, et puis ça peut servir à décoloniser les cours, à décoloniser les programmes, à autochtoniser les cours, à nous amener à réfléchir sur comment ce serait plus facile des fois d'accueillir les étudiants des Premières Nations comme profs, nous, à l'intérieur de nos cours. Puis ben, de réfléchir, par exemple, à l'occupation du territoire, aux enjeux sociaux, à la compréhension des lois, au racisme à l'intérieur des programmes, mais aussi à l'intérieur des différents milieux de travail, à voir comment l'impact de différentes décisions, par exemple l'installation d'un pipeline d'est en ouest au Canada, peut avoir des impacts directs chez l'occupation du territoire, puis le respect des territoires des personnes des Premières Nations. Fait que ça demeure quand même très important. Puis on peut prendre ce projet-là, on peut aller rencontrer plutôt que de rencontrer un enseignant, mais on peut faire venir quelqu'un qui travaille, par exemple, je prends un exemple très Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pour les relations avec les gens des Premières Nations chez Rio Tinto. Il y a un poste ici chez Rio Tinto cette personne-là travaille dans les relations avec les Premières Nations, mais elle pourrait être amenée dans un programme de génie à venir jaser avec les étudiants. Tous les étudiants peuvent aller vers le mouvement de culture personnelle populaire. Puis, ben, la visite peut se transformer de différentes façons. C'est sûr que la visite est extrêmement porteuse puis transformatrice, mais on peut inviter une personne autochtone à nous faire vivre une activité qui est plus culturellement ancrée à l'intérieur de notre classe à l'université. Puis le voyage culturel, entre guillemets, ne serait pas moins pertinent. C'est ma gang de cette année dans notre autobus bleu. En conclusion, je voulais vous partager avec son accord, évidemment, ce que Karine a écrit. Je trouvais que c'était porteur, puis ça représentait bien ce que les étudiants m'ont partagé au fil des ans. Puis c'est ça, ben, c'est vraiment avec l'accord là, de Karine que je vous mets le verbatim intégral de la fin de son travail, en fait, de la fin de sa vidéo. Euh,
Elle m'a fait une vidéo cette année. Fait que ce qu'elle me dit, c'est que le plus gros préjugé que j'ai réalisé que j'avais pendant la matrice de mémoire, c'est que les voyais, les personnes autochtones, comme étant vulnérables. Là, je les ai pas vus vulnérables en allant à Mastoyage, je les ai vus forts, inspirants. J'ai vu des personnes qui avaient le potentiel de changer la perception que j'avais de moi-même, de changer aussi ma vision des choses. Puis, c'est plus avec un regard admiratif que je quitte la journée qu'avec un regard de préjugé en pensant que ces personnes-là sont vulnérables. Parce que dans le fond, ça a toujours été ça le problème. On les a toujours vus comme vulnérables. Fait qu'aujourd'hui, Karine, son regard vers les personnes des Premières Nations est changé. Sa posture a changé, puis elle s'est rendue compte à quel point elle avait appris au contact des personnes autochtones, mais aussi à travers les éléments de la culture qu'elle a découverts par des influenceurs, par des livres, par des séries télé, par des balados. Fait que ça, c'est pour vous montrer comment ce processus-là de transformation peut avoir un impact qui est positif puis qui est plus grand que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Je vous ai mis à la fin de certains ouvrages que j'ai trouvés intéressants, qui ont des retombées importantes. Je vous ai parlé de ce que Émilie Deschênes avait produit, en fait, là, sur la valorisation, l'inclusion des perspectives des Premières Nations et Inuits en enseignement. C'est vraiment un très bel ouvrage. Il y a aussi l'outil d'accompagnement là, qui a été fait par le ministère des Mines, super intéressant, super bien fait. Ici, il y a le guide du projet Pétapan, si ça vous intéresse, qui a été entre autres là, publié sur différentes plateformes, mais dont celle du Rire là, du CETREC. C'est le projet de recherche, un des projets de recherche que j'ai mené. Il y a aussi les travaux d'Emmanuel Dufour qui sont extrêmement intéressants. Ici, il y a un roman graphique là, qui s'appelle C'est le Québec qui est né dans mon pays. Et puis, ben, la compétence 15 qui a été créée pour la valorisation et la promotion des cultures des Premières Nations et le guide d'inclusion des élèves autochtones, là, il est rentré vraiment plus enseignement primaire secondaire, là, qui est produit entre autres par les centres d'amitié. Fait que ça fait partie des choses qui, pour moi, ont été vraiment importantes puis qui ont nourri ma réflexion puis que je partage aussi à mes étudiants là, à travers les différents mouvements de la matrice de mémoire. J'aurais terminé ma présentation. J'ai vu Oui, qu'avec Marie-Pierre. que je voyais clignoter pendant que je parlais. Oui, il y a eu quelques questions et merci beaucoup. C'est vraiment fort inspirant et très clair ta présentation aussi. Donc, merci encore. On a quelques questions. Il y a des questions auxquelles tu as répondu aussi Oui. au fur et à mesure, mais je vais quand même te les soulever. Donc, il y a quelqu'un qui te demandait pour les voyages culturels, ce que je comprends, les étudiants y vont toute la journée. La journée est-elle choisie en lien avec l'horaire du cours ou c'est une journée qui est choisie par les étudiants car ils ou elles n'ont pas de cours? Ah, ça, le truc, c'est de le faire dans une journée où il y a un cours. OK. Donc, ce qu'on fait, c'est très lié à notre programme, là. On le rentre à l'intérieur d'une journée où ils ont deux cours, tout le monde ensemble, puis on part les étudiants, les enseignants ensemble. Fait que c'est très lié à notre programme. Il y Ouais. a un cours que je donne tout seul, un cours que je donne avec Elisabeth. On intègre le contenu à l'intérieur des deux cours pour que ça résonne, mais ça pourrait être une journée où ils ont un cours, puis les étudiants font le choix volontaire de prendre l'avant-midi ou l'après-midi pour vivre le voyage d'une journée. Mais c'est vraiment, ça fait partie des enjeux et défis, horaires et disponibilité. Ouais, Fait que dans notre cas, effectivement. c'est vraiment un privilège. Merci. D'ailleurs, il y a des questions dans le question-réponse, mais vous pouvez aussi lever la main si vous voulez, puis on va vous accorder là, le droit de parole. Si jamais vous avez des questions que vous avez envie d'exprimer là, verbalement, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. On avait une question aussi de Véronique. Tu y as aussi répondu dans ton exposé, mais je te la repose quand même au cas où tu as envie d'ajouter quelque chose. Donc, Véronique nous dit merci pour la présentation. Te dit merci pour la présentation. Le projet me semble intéressant. Toutefois, avez-vous des trucs pour inclure ces réflexions en plus petite échelle dans d'autres cours qui n'ont pas nécessairement l'espace pour un projet d'aussi grande envergure? Oui, ben c'est ça. Ça prend du temps à l'intérieur d'un cours. Puis, tu sais, en termes c'est ça, en termes de cours, on peut dire que ça va en prendre, mettons, deux et demi, parce que ben, c'est des petits bouts. Ben, deux et Ouais. demi. Ça prend deux cours et demi à l'intérieur d'un cours, mais c'est beaucoup d'espace. Tu sais, moi, je l'amorce dans un cours de relation d'aide. Mais je pense que à travers, euh, à travers d'autres cours, ben, on pourrait en prendre un où on va inviter une personne autochtone à venir partager
Puis on invite nos étudiants à travailler un peu en amont dans la découverte d'objets culturels. Dans la réflexion par rapport à leurs préjugés pour qu'ils se situent dans leur situation initiale. Puis on fait venir une personne autochtone qui va contribuer à la réponse à ces préjugés-là, qui va aussi parfois bousculer en faisant vivre des activités. Fait qu'il y a il y a une façon de faire, tu sais, et ça se morcelle comme processus. Tu sais, c'est intéressant de le faire au complet, mais on peut le morceler puis l'intégrer ou l'intégrer aussi à travers d'autres travaux où on va demander aux étudiants de réfléchir à la question, par exemple, de l'occupation du territoire en fonction des territoires ancestraux, d'aller chercher puis de les amener à aller plus loin, parfois par eux-mêmes, puis nous, leur, leur proposer des lectures complémentaires à travers ça, là. Fait que c'est réfléchir à savoir comment on peut faire autrement. Puis parfois, ben là, Céline, je fais du pouce, mais les conseillers pédagogiques peuvent aussi nous aider parce que des fois, on est pris dans notre cours. Tu sais, on est habitué de donner certains cours, on voit tout ce qu'on voudrait dire, puis des fois, le regard externe d'un conseiller, d'une conseillère pédagogique va pouvoir nous aider à dire, ben regarde, si tu transformes un peu ton travail, si tu transformes un peu l'angle de ces cours-là, ça pourrait t'aider. Et que ça peut être aussi là, une façon de transformer nos pratiques, mais je comprends à plus petite échelle parce que ben, Ouais. le projet de la matrice il prend beaucoup de place. Ouais, puis ben ça dépend de l'établissement dans lequel on se retrouve, mais je sais que chez nous à l'UQTR, on a un aîné en résidence, on a aussi un bureau des perspectives autochtones, il y a une professionnelle qui intervient souvent aussi, qui organise des activités, donc c'est aussi des bonnes personnes à contacter pour essayer de trouver des idées aussi ou des choses qu'on peut faire là, dans son propre enseignement là. Donc c'est intéressant. Merci. Ben moi j'avais une petite question aussi juste pour compléter là, cette idée-là de la durée. Donc le projet, tu as dit que ça prenait comme 2 cours et demi dans ton cours de 45 heures, j'imagine. Oui. Puis Ben, mais ils ont toute la session pour le faire. C'est comme c'est une session condensée en 5 semaines. ah ok bon C'est pour ça que, à l'intérieur, par exemple, de l'ouvrage de la littérature jeunesse, l'étudiante écrit un voyage de 5 semaines. C'est une session avant de finir, de faire un stage final. Fait que c'est une session sur 5 semaines. Donc, c'est très, très intense. Peut-être que ça contribue aussi le fait que ce soit intense à ce qu'ils le vivent aussi intensément, avec ouais autant de passion, puis qu'ils s'investissent à travers ça. Mais ouais, c'est monté en temps qui est quand même relativement court, là. Fait que ça leur demande, ben, justement, si je leur explique que, tu sais, il y a des mouvements qui réfléchir à tes préjugés, ça te demande un temps de réflexion, mais c'est pas un temps qui est en classe. Aller écouter des balados, tout ça, ben, tu peux le faire la fin de semaine, découvrir. Fait que je les amène à penser en dehors de l'horaire de cours en ouais fonction de la vie de nos étudiants, là, qui est bien chargée. Mais Hmm, ouais, on le vit de manière très intense. j'imagine. Mélanie demande justement, en parlant des réflexions sur les préjugés, elle nous demande si à la fin de la démarche, est-ce qu'il y a un retour sur ces préjugés-là que les étudiants avaient initialement ou avaient Oui, ben, identifiés initialement? oui, ben, qui ne partagent pas nécessairement, mais dont ils ont conscience. Ouais, Oui, en fait, ben, évidemment, ils finissent la construction de leur matrice de mémoire, dans leur représentation finale, ils m'en parlent, mais ensemble, on profite notamment de l'autobus, mais aussi de notre visite à Mastoyatch pour discuter des préjugés. Puis moi, j'en sors parce que souvent les étudiants sont mal à l'aise de lever la main en parlant des préjugés devant des personnes autochtones. Et moi, j'en sors, fait que ce qui n'est pas vraiment répondu à travers les présentations, ben moi, je les soulève. Puis en dînant cette année, on a parlé là, de l'aiguille qui casse sur la peau épaisse. Puis là, les personnes aînées étaient là, puis ils étaient crampés. Ils ont dit, hey, oui, 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 on l'a déjà entendu, ça. Puis là, tout le monde riait, puis l'expliquait de différentes façons. Fait qu'on pas on les normalise, il faut pas, mais on les explique. Puis il y a des fois, il y a des choses pour lesquelles les, tu sais, même les jeunes qui sont là puis qui animent les présentations disent, ben ça, c'est un préjugé, puis ça n'en est pas, tu sais. Parce qu'un achat qui est fait puis qui est livré dans la communauté, on ne paie pas de taxes. Fait que là, il explique les choses. Fait que des fois, on déconstruit, puis des fois, on trouve l'origine du préjugé. Fait que ça, c'est intéressant aussi, là. Fait que parfois, ben, la fin, c'est que ben, tel préjugé, ça n'en est pas nécessairement un, parce que ben, il se passe telle chose, parce que la loi sur les Indiens
permet ben, permet malheureusement, mais amène telle conséquence, on va dire. Fait que ça, on les déconstruit ou on les explique ensemble. Puis fait que c'est vraiment dans le dernier mouvement là, qu'on en parle, tout le monde ensemble. Merci, excellent. On a des commentaires. Donc, Bruno Philippe qui nous dit propos très pertinents, pratique très inspirante. Bravo. Il y a Stéphanie aussi Stéphanie Gay qui te remercie et qui devait quitter. Donc, c'est très inspirant. Bruno Philippe nous dit, dans le modèle d'Émilie Deschênes, il est proposé une étape de réflexivité à la fin, avant l'amorce d'un nouveau cycle. Est-ce que dans la représentation du voyage culturel, vous mettez l'emphase sur cet aspect réflexif? Ben, c'est le but de cette étape-là, en fait, là, c'est de faire le retour sur leur parcours, qui ramènent, puis qui repartent de où elles étaient pour aller vers où elles sont maintenant, puis sans pression non plus, là, parce que des fois, ils nous le mettent à l'intérieur ben, ils mettaient plus sur la représentation de la sécurisation culturelle qui était en état. Puis là, ils disaient, je suis à 4. Puis là, moi, je leur disais, mais moi, je suis pas à 4. Tu sais, je peux pas dire que je suis à 4 tout le temps, moi, avec ce que je vis, tu sais. Fait que finalement, mais on relativisait. Fait que, mais avec la nouvelle représentation de la sécurisation, ils le voient différemment aussi. Puis je leur demande vraiment de refaire le tour, de réfléchir, puis de où ils étaient, puis où est-ce qu'ils sont. Puis dans les représentations, la plupart dans leur infographie, ont mis agent de changement en mouvement. Ils ont mis des mots-clés de ça, fait que pour montrer que, ben oui, là, ils réfléchissent, ils voient le chemin, mais comme disait Rosalie, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, il y a encore beaucoup de choses à faire, là. Fait que c'est vraiment ça, puis j'ai vu, ils font leur retour sur ce cycle-là, puis ben, on voit avec les réflexions de Eve puis de Rosalie 1 an plus tard sur comment ben, ils ont poursuivi peut-être un ou deux autres cycles là, à travers ça. Excellent. C'est ce que tu nous as montré comme représentation, c'est vraiment très beau et c'est vraiment, pour moi, ça témoigne vraiment d'un engagement aussi. Mais est-ce que tu as rencontré des étudiants qui étaient vraiment résistants, qui voulaient pas forcément vivre ce projet-là, peu importe là, tu nous as dit que dans les étudiants, les personnes autochtones, il y avait personne qui avait refusé, mais est-ce que quand même tu as senti une certaine résistance chez les allochtones? Ben non, en fait, j'ai pas senti de résistance. J'ai pas, là, je vous ai montré la crème des travaux, la crème des représentations. Puis j'ai aussi des réflexions hyper intéressantes sur, tu sais, 2 pages en 8,5 onces, Time New Roman 12, Interligne 1,5, là. Tu sais, mais j'ai eu aussi des étudiantes qui ont, tu sais, j'ai de tout. Puis c'est aussi pour ça que j'oblige pas un format à la fin. Tu sais, puis j'ai des étudiants qui vont dans le processus personnel dire, ben, OK, ben, moi, j'ai écouté un balado de 25 minutes, puis c'est ça que j'ai fait. Puis c'est parfait. Puis j'en ai qui disent, hey, moi, là, finalement, j'ai écouté Pour toi, Flora, au complet, j'ai pleuré ma vie, j'ai texté telle étudiante qui, elle, allait écouter Cheval Indien. Fait que là, j'ai loué Cheval Indien, je l'ai écouté. Fait que, tu sais, il y en a qui embarquent, puis qui mettent, on va dire, le doigt dans l'engrenage, puis qui, là, ils deviennent vraiment passionnés. Puis j'en ai qui font pas le minimum, mais là où ils sont rendus chacune, parce que c'est très personnel comme mouvement. Fait que j'ai des choses, tu sais, puis il y a des choses que je n'ai pas pu vous montrer. Mais tu sais, cette année, j'ai une étudiante qui a écrit un poème pour représenter un peu en termes de saison ces mouvements-là. Puis elle l'a partagé à une autre étudiante qui, elle, l'a mis en court-métrage. Fait qu'elle Oui. l'a illustré. Ouais, j'ai des choses exceptionnelles. Puis j'ai des réflexions extraordinaires dans une 8,5 onces, c'est un New Roman. Puis j'ai des représentations qui sortent de l'ordinaire. Fait que tu sais, c'est vraiment qui nous représente comme où ils sont rendus. C'est vraiment ça le but ultime, mais j'ai jamais eu de résistance. L'implication est différente, Mhm. mais j'ai jamais eu de résistance. Excellent. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, vraiment inspirant. Je sais pas si nos participants ont eu le temps de regarder un peu le clavardage aussi. Là, Marie-Ève nous a mis quelques éléments. Là. Donc, l'article publié par Marie-Pierre et Elisabeth, le tableau, le lien est dans le clavardage. Il y a aussi un lien vers le module d'auto-formation Place au premier peuple qui a été dans l'enseignement universitaire, pardon, qui a été développé là, par le réseau EQ, qui est fort intéressant aussi. Là.
le module d'auto-formation. Marie-Ève nous a mis aussi un lien vers un questionnaire d'appréciation du webinaire de ce midi. Vous allez le recevoir aussi là, par courriel. Là, si c'est pas dans les prochaines minutes, ça devrait être d'ici la fin de la journée. Donc, c'est toujours important pour nous là, d'être capable de lire vos commentaires qu'on peut aussi acheminer à notre conférencière d'aujourd'hui, qui est Marie-Pierre. Donc, la captation vidéo, là, je regarde parce que j'avais des petits messages à faire là, pour être sûr que j'oublie rien avant qu'on se quitte. Donc, la captation vidéo et la présentation PowerPoint seront déposées sur le site web de la pédagogie universitaire là, prochainement. Donc, le temps de faire un tout léger montage. Et puis, c'est tout. Il me reste à te remercier sincèrement, Marie-Pierre, pour ta générosité pour ce midi. C'était vraiment très intéressant de t'entendre et de partager avec toi. Merci Céline, merci Marie-Ève, puis mais merci tout le monde d'avoir été là. C'est le fun de partager quelque chose qui nous passionne. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde.